Alors, sans tarder, je reviens vers nos intervenants. Donc, je commence par à ma gauche ou droite, vue de vous, Madame Corinne de France. Donc, Corinne, vous êtes historienne, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous êtes, je pense qu'on peut dire, une autorité sur les relations franco-allemandes tout au long du XXe siècle et au-delà, même aujourd'hui. Vous êtes basé à l'université Panthéon-Sorbonne. Et le laboratoire que vous dirigez s'appelle le CIRIS. Dans CIRIS, il y a identité, relations internationales et civilisation de l'Europe. Et le moins qu'on puisse dire que cette guerre qui se déroule en Ukraine bouleverse les trois, les identités, les relations internationales et les civilisations de l'Europe. Je pense que vous êtes bien placé pour nous parler. On vous a attribué, on vous a gentiment demandé de vous pencher sur la date de 1963. Donc, alors, on va commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec Corinne de France, notre première intervenante. Donc, je présume, je connais pas exactement votre agenda, mais je présume que vous avez été, ces derniers mois, très sollicité à de très nombreuses reprises autour de ce 60e anniversaire du traité de l'Élysée, massivement commémoré en France et en Allemagne. Un traité qui a été l'institutionnalisation d'un processus de réconciliation qui avait déjà commencé dans la société civile auparavant, et c'est vous qui avez relevé cette implication de la société civile dans la fin des années 80, début des années 50 dans vos écrits. Donc, petit rappel historique, 22 janvier 1963, donc signature officielle, engagement solennel pour une paix durable entre la France et l'Allemagne. Et la question que j'ai envie de poser, c'est de vous demander de mettre ça en perspective avec aujourd'hui. Est-ce que cette belle histoire de réconciliation, de coopération, puis d'amitié, est-ce que c'est l'histoire ancienne? Est-ce que c'est acté, c'est fait, et ça peut rien nous enseigner sur aujourd'hui? Comment ça a vieilli, ce traité? Qu'est-ce qu'il peut encore nous dire aujourd'hui? Mettez-le dans la perspective de notre approche de la paix aujourd'hui. Voilà, alors ce traité, donc il a 60 ans, il est toujours en vigueur, et pourtant, le 22 janvier dernier, on a aussi finalement fêté le 4e anniversaire du traité de Aix-la-Chapelle, à Arles, qui est une sorte, si on le dit en langage moderne, de traité de l'Élysée 2.0, donc de traité qui vient mettre à jour, adapter au XXIe siècle la coopération franco-allemande, mais qui ne remplace pas le traité de l'Élysée, qui continue à exister parce qu'on ne remplace pas, on ne touche pas à un symbole, et le traité de l'Élysée est devenu un vrai symbole, un lieu de mémoire positive des relations franco-allemandes, qui n'a pas du tout été en 63, ce qui n'a pas du tout été pendant les 10 années qui ont suivi, mais il l'est devenu avec le temps. Et donc on ne touche pas au symbole, donc ce traité continue à être valable. C'est là-dessus d'ailleurs, sur ce traité de 63, que se fonde toute une série d'institutions qui existent encore aujourd'hui. J'en citerai qu'une, comme l'Office franco-allemand pour la jeunesse. 10 millions de jeunes Français et Allemands quand même en 60 ans qui ont pu se rencontrer, faire connaissance, échanger grâce à cet office qui a été le premier dans son genre au monde et qui aujourd'hui est abondamment, je dirais pas copié, mais repris, adapté pour d'autres contextes. Donc il existe d'autres offices pour la jeunesse, germano-polonais, germano-grec, etc. Et donc ce traité de l'Élysée continue à exister, mais cependant il avait besoin d'une mise à jour. C'est le traité de Aix-la-Chapelle qui va vers d'autres objectifs comme le numérique, la lutte contre le réchauffement climatique, vraisemblablement, voilà. Donc tous les enjeux contemporains, le numérique, etc. Et pourtant déjà le traité d'Aix-la-Chapelle paraît presque dépassé vu les nouveaux défis auxquels
l'Europe, le monde et le moteur ou couple franco-allemand sont confrontés aujourd'hui avec la guerre de la Russie en Ukraine. Voilà. Et donc, retenir des leçons de 1963 pour un monde qui est à nouveau, enfin un continent qui est à nouveau en guerre. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça reste juste un épisode historique dans un contexte très spécifique? Je pense ça peut toujours aider à réfléchir. Ça, je pense qu'il faut pas se priver de réfléchir à ce qui a marché, ce qui a échoué, ce qui a marché entre la France et l'Allemagne après 1945 et qui avait totalement échoué dans l'entre-deux-guerres, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc on apprend toujours de ces échecs. Maintenant, penser qu'on pourrait appliquer des recettes franco-allemandes ailleurs dans le monde comme ça, adopter ou exporter des mesures, ça c'est certainement pas une bonne solution. Je me souviens qu'il y avait encore ce qu'on appelait à l'époque des sommets franco-allemands. Il y en a eu un à Mayence en 2000, donc c'était du temps de Chirac et de Schröder, et ils avaient parlé de la réconciliation franco-allemande qui devait être un modèle pour le rapprochement dans l'Europe balkanique. Donc après les guerres en ex-Yougoslavie, évidemment ça fait scandale, et puis la situation n'est jamais la même. On ne peut pas exporter des recettes, tout dépend du contexte, tout dépend du type de guerre. On ne se rapproche pas non plus de la même façon si on sort d'une guerre entre des nations ou si on sort d'une guerre civile ou d'une guerre coloniale. Donc le type de guerre va aussi conditionner les processus de sortie de guerre, de rapprochement et de réconciliation. Et donc en ce sens-là, il n'y a pas de recette toute faite. En revanche, beaucoup de pays tiers, donc en dehors de la France et de l'Allemagne, se sont inspirés de ce qu'on appelle maintenant la boîte à outils franco-allemande pour peut-être prendre un élément qui leur paraît important, qui a bien marché, et l'adapter. J'insiste vraiment sur cette adaptation à ce système. C'est le cas de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc il y a maintenant depuis quelques années, depuis 2016 je crois, il y a un office pour la jeunesse des Balkans occidentaux. Et il y a aussi beaucoup de processus de révision des manuels scolaires, donc autre technique on va dire, qui s'inspire plus ou moins peut-être de ce qui a été fait entre la France et l'Allemagne. Et là je voudrais dire que le projet de matériel pédagogique pour l'Europe du Sud-Est a précédé le projet de manuel commun franco-allemand. C'est une initiative qui commence lancée par des historiens grecs, turcs, enfin de tout l'espace balkanique, qui réunit des historiens de tout l'espace balkanique, qui a été lancée avec le soutien d'une ONG européenne, qui a été lancée en 2003 et ou même juste avant. Et donc pour le 40e anniversaire du traité de l'Élysée en 2003, le Parlement franco-allemand des jeunes, qui a certainement été briefé par des historiens, des conseillers politiques comme Rudolf von Taden, Brigitte Sauzet, etc. Donc les jeunes, a priori c'est une initiative qui vient officiellement des jeunes, demandent la préparation d'un manuel commun franco-allemand d'histoire, dont on a vu les 3 volumes sortir entre 2006 et 2011, si je me souviens bien. Mais là, je pense qu'il y a une antériorité d'une expérience dans l'espace balkanique, et le rôle des 2 manuels n'ont pas le même statut. Dans le manuel balkanique, il s'agit vraiment d'œuvrer un enseignement peut-être plus objectif et plus pacifié de l'histoire. Entre la France et l'Allemagne, c'est plus un instrument de réconciliation. Je dirais que c'est parce que ce rapprochement a été fait, que la coopération est déjà si avancée, qu'on a pu rédiger un manuel commun d'histoire. On pourrait parler longuement de sa non-utilisation dans les classes, mais ce serait un autre sujet. Vous avez beaucoup travaillé sur cette idée de sortir d'une guerre, notamment donc la Deuxième Guerre mondiale, c'est votre sujet principal. Comment on en est sorti, pourquoi ça a fonctionné
entre la France et l'Allemagne bien avant que Charles de Gaulle revienne au pouvoir, qu'il s'entende bien, qu'il y a une affinité personnelle avec M. Adenauer, qu'il y a cette idée d'un traité bilatéral. Comment les sociétés sont sorties de cette guerre? Comment elles ont construit la paix? Alors, je crois qu'elles ont déjà appris des échecs de l'après traité de Versailles, de l'après Première Guerre mondiale, puisque là on a raté la paix. Donc il y avait un constat généralement partagé que la paix avait été ratée. Donc la France, qui est puissance occupante en Allemagne après 1945, se dit qu'elle peut pas du tout reproduire ce qu'elle a mené dans les territoires rhénans au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et il y a une réflexion qui commence d'ailleurs pendant la guerre, dans les cercles de la résistance, sur que sera l'Allemagne de demain. Et dans ces cercles de la résistance, on identifie clairement, si j'ose dire, la cible, c'est la jeunesse. Il faut se gagner la jeunesse qui sera l'avenir de l'Allemagne. Il faut la gagner à la démocratie et avec cette jeunesse préparer un avenir démocratique pour le pays. Donc il y a tout un programme qui est pensé, qu'on appelle encore dans le langage de l'époque, qui peut choquer un peu aujourd'hui, un programme de rééducation du peuple allemand, qui va être appelé après réorientation, bref, qui est pas seulement dénazifié un ensemble de mesures répressives ou épuratoires, qu'il y a, bien sûr, qui est indispensable, mais l'idée qu'il faut absolument le compléter par un lot de mesures constructives pour offrir un avenir notamment à la jeune génération allemande, donc au cadre du lendemain. Donc il y a déjà tout ce projet-là, et l'idée des politiques, c'est qu'on ne peut pas y arriver seul, et qu'on ne peut pas y arriver sans l'engagement de la société civile et des sociétés. Et on va avoir, par exemple, dès 1946, alors encore dans la zone française d'occupation en Allemagne, de premières rencontres de jeunesse franco-allemande. J'ai encore en Allemagne parce que la société française, l'opinion publique française n'est pas du tout prête en 1946 à accepter des jeunes Allemands sur le sol français. Donc ça commence en Allemagne, et puis c'est seulement un peu plus tard, quelques années plus tard, dès 49, 50, il y a des premières rencontres en France. Il y a des premières rencontres d'historiens pour discuter du passé et pour parler de l'enseignement de l'histoire, qui ont lieu dès 1948, donc immédiatement après la guerre. Il y a aussi dans les forces vives des résistants qui n'oublient pas. On a déjà des gens dans la salle qui connaissent bien ces questions, que dans la résistance française, il y a eu des Allemands qui ont combattu aussi à leur côté, et que c'est avec ces gens-là qu'on pourra bâtir l'avenir. Il y a quelqu'un qui a été un des grands intellectuels français, qui a eu un très très grand rôle dans l'après-guerre, qui s'appelait Joseph Rovan, qui est un émigré juif allemand arrivé en France en 32-33, et qui s'est engagé dans la résistance française, qui a été fait prisonnier, qui a été à Dachau, et qui va écrire du haut de ses 27 ans un article programmatique absolument bouleversant qui s'appelle l'Allemagne de nos mérites. Donc l'Allemagne de demain sera celle de nos mérites à nous, les occupants d'aujourd'hui, et on récoltera ce qu'on est en train de semer aujourd'hui. Et Rovan vient de la société civile, il vient de Peuple et Culture, et il a cette idée qu'il faut mettre en particulier la jeunesse en contact, les jeunes, les uns avec les autres, qu'il faut faire ces actions communes. Et par rapport au premier après-guerre, où il y avait eu des échanges d'étudiants, mais limités à des étudiants, et très rares, cette fois-ci l'idée qu'il faut laisser personne en marge de cet échange et ne pas limiter aux élites, qu'elles soient les étudiants ou d'autres élites économiques, politiques, culturelles, qu'il faut que tous puissent porter ce processus. Et on peut dire, c'est la naissance des jumelages. Le jumelage, c'est vraiment le symbole de la démocratisation des relations internationales par en bas. Le premier jumelage franco-allemand, c'est 1950 entre Montbéliard et Ludwigsburg. Et c'est un résistant qui a été déporté
dans les camps de concentration, qui va prendre cette mesure en disant, comme Rovan, moi, dans les camps de concentration où j'ai été, eh bien, j'ai côtoyé tous les jours des démocrates allemands qui étaient victimes du nazisme, comme moi. Et avec ces gens-là, je peux construire l'Allemagne de demain. C'était voilà. Lucien Taradin. C'est Lucien Taradin. Voilà. Et donc, ce sont cet ensemble de mouvements qu'on voit à l'œuvre dans la société, qui permet, et qu'on n'avait pas eu du tout dans l'après 1918-19, qui, à mon avis, fait que on a su tirer les leçons de l'échec de la Première Guerre mondiale. Et donc, vous avez parlé de la jeunesse comme cible principale. En même temps, je sais que vous suivez de très près les enquêtes qui sont faites auprès de la jeunesse d'aujourd'hui, génération après génération, pour qui la paix est quelque chose d'acquis. Enfin, l'était peut-être avant l'épisode que nous vivons maintenant en Ukraine. Je ne sais pas si vous avez des chiffres plus récents d'enquête, mais je me souviens que vous avez dit ou écrit, ou les deux, que la paix était un peu descendue dans l'agenda, dans les priorités des jeunes aujourd'hui, parce qu'elle était considérée comme acquise. Voilà, c'est de plus en plus considéré comme un acquis, comme la réconciliation d'ailleurs. Et aujourd'hui, quand on interroge les jeunes Français et Allemands sur leur perception du voisin et de leur coopération, de leur relation avec le voisin, si on leur demande donc à choix multiples les raisons de leur engagement, la réconciliation arrive tout en bas. Donc pour eux c'est un acquis. On ne s'engage plus dans le franco-allemand pour la réconciliation, mais parce qu'on a envie de mener un projet commun pour la protection de l'environnement, ou pour voilà. Donc sur des projets communs. Donc ils parlent de partenariat, de coopération, même l'amitié, tout ce vocabulaire un petit peu sentimental, intimiste, est plus très en vogue. Il y a plus de, on va dire, de rationalité, mais oui. Ça montre aussi que cette idée de paix et de réconciliation, c'était considéré comme un acquis. C'est bon, la guerre est terminée, on est amis, on est réconciliés, et maintenant on peut vraiment coopérer sur des projets bien déterminés, bien délimités, concrets, dans des secteurs divers. Et donc l'OFAGE, et même dans les jumelages, on s'aperçoit que c'est souvent là, la motivation est plutôt là. Je peux vous relancer sur un dernier. Alors, 1963, le traité donc bilatéral de l'Élysée. Est-ce que c'est une étape ambivalente de la construction européenne, parce qu'elle est bilatérale et pas multilatérale, comme le traité des Six en 57 par exemple à Rome. Comment vous le situez dans l'histoire européenne, dans l'histoire franco-allemande? C'est un lieu de mémoire positif. Je vais noter votre citation et je vais la reprendre. Mais dans l'histoire européenne. Alors, dans l'histoire européenne, oui, c'est très ambigu. Et en fait, le soir du 22 janvier 63, les autres partenaires de la communauté européenne, les Américains, tout le monde était furieux parce que finalement, De Gaulle avait lancé, il y avait eu un projet, d'union politique de l'Europe, un projet européen et multilatéral, les plans Fouché que De Gaulle a fait échouer. Donc De Gaulle fait échouer un projet qui lui paraît trop supranational, trop européen, et pour sortir de l'impasse, il propose à Adenauer un bilatéralisme franco-allemand quasi exclusif, donc on imagine les réactions des quatre autres, et un projet dans lequel il n'est pas question donc des autres partenaires, dans lequel l'OTAN n'est pas mentionnée, dans lequel voilà. Donc les partenaires se sentent floués. Les Américains sont aussi très en colère, et ils vont réussir magistralement leur coup, puisque le traité n'a pas été bien pensé à l'avance. C'est-à-dire que c'est la veille qu'il a été décidé que ce qui devait être un accord ou un protocole
serait finalement un traité. Il y a même une partie de la délégation d'Adenauer qui doit repartir à Bonn, chercher les instruments parce qu'on n'avait pas le cuir pour relier le traité, on n'avait pas le seau pour, on n'avait pas la cire qu'il fallait, enfin, il y avait rien. Donc on va chercher parce qu'au dernier moment on décide de faire un traité. Qui dit traité dit vote de ratification au Parlement. Et là, évidemment, Adenauer, qui sait déjà depuis longtemps qu'il doit quitter le pouvoir en octobre, va tomber j'allais dire dans le piège. Non, mais les autres vont prendre leur revanche parce que il était déjà minoritaire au sein de son propre parti, chrétien-démocrate, à vouloir signer ce traité. Plusieurs d'entre eux étaient ce qu'on appelait les atlantistes du parti, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout contre une relation franco-allemande, mais ils estimaient que la sécurité voilà le principal soutien de la RFA, parce que on parle de l'Allemagne depuis le début, mais c'est seulement de la République fédérale d'Allemagne, de l'Allemagne de l'Ouest, hein, on est bien d'accord. Donc le principal soutien dans la guerre froide, c'était les Américains. Donc Adenauer est en minorité dans son propre parti, les libéraux, les sociodémocrates sont aussi assez furieux qu'il ait accepté ce traité avec De Gaulle. Et les Américains font pression pour adjoindre un préambule à ce traité, préambule qui va être voté en juin par le Bundestag, un préambule qui rappelle que le Parlement, le Bundestag, est pour l'entrée de l'Angleterre dans la Grande-Bretagne, dans l'Union européenne. Il faut rappeler que De Gaulle avait dit non à l'entrée de la Grande-Bretagne le 14 janvier, c'est-à-dire moins de 8 jours avant de signer le traité de l'Élysée, à la grande consternation des partenaires. Donc, ce préambule rappelle que le Bundestag est favorable à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté, que le respect des communautés existantes, le lien privilégié avec les États-Unis et évidemment la politique de défense et de sécurité dans le cadre de l'OTAN. De Gaulle dira à ce moment-là que le traité, à partir de là, est vidé de son sens. Et pendant 10 ans, les relations franco-allemandes officielles vont être difficiles, alors même que ce traité va donner un élan considérable à la société civile. On a 100 jumelages en 63, on fête le 1000e en 1980, enfin c'est absolument considérable. Et en même temps, ce traité qui a été bien fait, il y a une partie organisation qui organise la consultation régulière, et même en ces phases de tension, une décennie de tension, eh bien les gouvernements, les principaux ministres vont se réunir régulièrement et vont toujours pouvoir regarder le fil de la communication et quand même apaiser les tensions. Voilà, donc ça c'est en fait un camouflet pour la construction européenne, ce traité de l'Élysée. Et c'est vraiment avec le temps que même l'ensemble des Européens vont dire finalement c'est un grand moment du processus de réconciliation en Europe, et donc et comme le reste des problèmes a été réglé de manière qui satisfaisait les partenaires, on est passé sur ces frictions initiales. Mais en 2019, le traité de Aix-la-Chapelle, c'est complètement... D'abord, c'est un traité de coopération et d'intégration. Voilà, donc tout de suite, la dimension européenne est marquée directement. On choisit Aix-la-Chapelle, donc une ville européenne. Alors là, toute la symbolique qui est déclinée, c'est Charlemagne, père de l'Europe. Tous les principaux représentants des institutions européennes sont présents, font des discours, encadrent Macron et Merkel qui signent ce traité, et la France et l'Allemagne se disent dans ce traité au service, moteur franco-allemand, au service de l'intégration européenne. On pourrait en parler longtemps, mais dans le discours, au moins, cette idée du franco-allemand au service de l'Union européenne est quelque chose de totalement aux antipodes de la philosophie de 1963. Merci beaucoup pour ce récapitulatif de la naissance rocambolesque d'un traité qui finalement a fourni des bons services pendant toutes ces décennies et mérite peut-être d'être érigé en symbole de manière lente, mais maintenant quand même établi.